Allô chauffeur. Tout sur le comportement professionnel et la vie des chauffeurs au quotidien. Allô chauffeur. Marco Foucault. Merci d'être à l'écoute de Lux FM sur la 92.5 et vous êtes le bienvenu à l'émission Allô chauffeur. Allô chauffeur, c'est une émission qui parle de tous les comportements des chauffeurs dans l'exercice de leur fonction. Et pour aujourd'hui, nous parlons des accidents de la route, qui est un phénomène vraiment grandissant dans notre pays. Et pour cela, pour en parler, je reçois encore dans ce studio Monsieur Ngono, qui est moniteur et responsable de l'auto-école Phoenix Auto. Bonjour Monsieur Ngono. Bonjour Monsieur Marc. Merci d'être venu pour nous partager encore votre expérience. Je vous en prie, le plaisir est partagé. Alors, nous parlons des accidents de la route. Les accidents de la route, en tout cas, ont pris une ampleur très inquiétante ces dernières décennies dans notre pays. Et on entend maintenant, lorsque survient un accident dans notre pays, les gens dire que la route a encore tué. Alors, est-ce que la route peut tuer? Oui et non. D'accord. Oui, parce que déjà, s'il manque de panneaux, le conducteur ou l'usager de la route ne sait pas exactement comment est-ce qu'il doit se comporter à cet endroit précis. Donc, supposons que j'arrive au bout d'une intersection, il n'y a pas de panneau. C'est vrai qu'il y a la règle de priorité à droite et tout va avec ça, voilà. Supposons que je suis dans un endroit où il n'y a pas de panneau et que pour moi, je me dis que je suis prioritaire. Une autre personne aussi va penser peut-être qu'elle est prioritaire. Donc, du coup, on va avoir deux personnes ignorantes, ne sachant pas exactement ce qu'il faut faire dans ce cas-là. Et on va arriver dans un cas où, souvent ça arrive même là, dans les intersections au niveau du grand marché, voilà, il y a des gens qui se chamaillent. Après, on va peut-être accuser que le fait qu'ils ne sont pas passés à l'auto-école et tout ce qui va avec. Mais la route peut tuer s'il n'y a pas de panneau, s'il n'y a rien qui indique comment est-ce que je dois pouvoir me comporter. Donc, si la route est muette. Oui, si la route est muette. Et pourquoi est-ce qu'on dit que sur la route nationale numéro 1, il est difficile de faire un accident? Parce que la route parle. Donc, si la route peut tuer, c'est que la route aussi parle. Ça peut parler pour nous éviter un danger. Ça parle pour éviter un danger quand on a des panneaux, quand on sait exactement ce qu'il faut faire à tel ou tel endroit. Et non, ça peut ne pas tuer parce que il faut que le conducteur puisse avoir le minimum de connaissances possible pour pouvoir se positionner. Donc, quand je veux me mettre en route, il faut que je sache déjà, respecter mes couloirs. Il faut que je sache déjà quelle vitesse je suis censé conduire en agglomération, par exemple. Il se peut que je sois dans un milieu où il y a beaucoup de circulation, il y a beaucoup de piétons, et ainsi de suite. Il faut que je sache réguler ma vitesse en fonction de situation. Donc, il y a une conduite préventive par rapport au fait que la route me dit je peux rouler à 50 km/h, mais selon que j'ai beaucoup de gens devant moi, même si la route me dit roule à 50 km/h maximum, je vais pas rouler à 50 km/h parce qu'il y a beaucoup de gens. Il faut que je réduise alors ma vitesse. Ça, c'est une analyse que doit faire le chauffeur lui-même. Donc, au grand marché, je vais pas rouler à 40-50 km/h parce que sous prétexte, la voie me dit, je peux rouler à 50 km/h. Il faut que je roule entre 20 et 30 km/h maximum. Parce que à tout moment, il peut avoir un passager qui traverse, enfin, il peut avoir un piéton qui traverse, il peut avoir. La circulation est dense. D'accord. Et dans ce cas, quelles sont donc les causes des accidents de la route, surtout dans notre pays? Personnellement, je dirais, à mon humble avis, que déjà chez nous, les causes d'accidents, c'est parce que, il n'y a pas de panneau. D'accord. La route est muette. La route est muette. Bon, après aussi, il vient surtout le conducteur. Donc, si je dois placer ça en premier en ordre, je dirais le chauffeur. Parce que avant de prendre le volant, on doit pouvoir avoir eu une formation préalablement. Ensuite, il y a la route. D'accord. La route pour pouvoir me permettre, en fonction des connaissances que j'ai apprises, de les mettre en pratique. Parce que il peut avoir des panneaux dans la ville. Si je ne sais pas comment les lire, je vais créer des accidents. Je serai la cause de plusieurs accidents. Donc, d'abord, il y a la connaissance pour soi, savoir lire un panneau, reconnaître un panneau, savoir comment me comporter en face d'un panneau et quand il n'y a pas de panneau. Parce que tout ça, le code de la route nous le dit. Voilà. Mais justement, tous ces conducteurs sont normalement tous détenteurs d'un permis de conduire. Mais ce qu'on constate, c'est que ces derniers ne respectent pas le code de la route. Normalement, l'obtention d'un permis était censée être conditionnée par la maîtrise du code de la route. Oui. Mais alors? Officiellement, c'est ça. Pour avoir un permis de conduire, il faut avoir passé un examen.
Et avoir passé l'examen, c'est ce qui va permettre de nous reconnaître en tant que chauffeur aguerri ou encore conducteur aguerri. Si ce n'est pas le cas, on va généralement avoir des gens qui apprennent sur le tas. Il va arriver à une intersection et voir comment est-ce que les gens se comportent. Il va dire, ah, ok, désormais, quand je passe ici, je fais comme celui-là. Donc, la Mais formation dans le tas. Quoi. La formation dans le tas. Mais la formation dans le tas est risquée parce que la personne qui agit d'une certaine manière à une certaine intersection ou encore à un certain endroit peut agir de la mauvaise façon. Supposons que j'arrive à une intersection, la priorité, il n'y a pas de panneau, la priorité à droite, mais moi je vais foncer et je vais ignorer la priorité à droite, je vais quand même aller, je continue ma voie. Celui qui a mis à droite, je ne gère pas. Moi qui suis derrière, je vais me dire, ok, donc quand j'arrive à une intersection, celui qui est à droite, ben, il doit attendre. Moi je passe d'abord. C'est totalement faux. Quand j'arrive à une intersection et qu'il y a quelqu'un à ma droite, je ne suis pas prioritaire, c'est la personne à droite qui est prioritaire. Quand il n'y a pas de panneau, je le précise. Et ça va nous permettre déjà de savoir, ok, si celui-là, il s'est arrêté, c'est parce que, en gros, devant lui, à sa droite, il y a quelqu'un. Et là, il a appliqué la priorité à droite. Ça, parce que j'ai fait la formation, je reconnais que quand il y a quelqu'un à droite, c'est la priorité à droite. Mais si je n'ai pas appris ça, et que devant moi, il y a quelqu'un qui fonce tout droit, en oubliant qu'à droite, il y a quelqu'un, et donc il n'était pas prioritaire, je vais faire comme lui. Et toutes les fois que je me retrouve devant une intersection, je fais pareil. Et je vais me faire m'arrêter un jour et je vais dire non, j'étais prioritaire. C'est là qu'on va me dire est-ce que vous êtes passé par l'auto-école. Et à ce moment-là, je suis pas passé par l'auto-école, donc je sais pas qu'à une intersection, s'il n'y a pas de panneau, c'est la priorité à droite. D'accord. Mais vous, de votre côté, dans votre structure à Phoenix Auto, comment vous faites avant de pouvoir laisser vos, je sais pas si vous les appelez élèves, comment vous faites avant de les laisser vraiment rouler? Bon, le parcours client chez nous, c'est que quand les clients ils arrivent, enfin quand les apprenants ils arrivent, parce qu'au début c'est client, mais après ils deviennent apprenants, on a des méthodes plutôt modernes. On va inscrire la personne, elle a un compte sur un site internet, elle va commencer ses cours théoriques, au même moment on va faire les cours pratiques, et ensuite on va les réunir en séminaire pendant un certain nombre de jours. Question de revenir sur des notions qui sont acquises au niveau du site internet, et des notions complémentaires. Et souvent, on le fait je vais pas dire en partenariat, mais on associe des autorités, on associe des personnalités qui viennent, des personnes. Par exemple, si vous allez sur notre page Facebook, vous verrez que nous avons organisé dernièrement un séminaire où on a appris aux apprenants comment secourir une personne qui vient d'avoir un accident. Donc, la position latérale de sécurité ou encore PLS, on a appris les apprenants à le faire. Donc, dans notre structure, on commence la théorie en ligne, on va la faire ensuite en pratique. Pendant qu'on est en pratique, on va montrer les panneaux et ensuite on va revenir pour un séminaire. Question d'ajouter, de débattre, à mieux connaître le code de la route et tout ce qui est vrai. Ensuite, on a un examen écrit et puis vient un examen pratique et bientôt là, nous allons organiser un examen pratique. Ça, c'est interne à l'école. Ce n'est pas la DIRAD, ce n'est pas une structure étatique qui va organiser, c'est nous qui organisons. Chaque fois, c'est comme ça qu'on fait. Et à l'issue de ça, il y a une remise d'attestation de fin de formation qui permet à nos apprenants de dire que oui, on a été dans une auto-école, on a suivi le processus normal, inscription, cours en ligne ou encore cours théoriques, cours pratiques, examen en interne sur la théorie et la pratique, puis c'est censé suivi une attestation qui aujourd'hui me permet de me positionner au niveau de la DIRAD pour dire je suis venu, je sors de telle auto-école, je viens pour pouvoir faire mon permis. Et selon que la DIRAD peut passer vérifier les examens et tout le reste, les attestations, voir tout est conforme, ils se rendent compte que voilà, l'apprenant devant est en droit de pouvoir passer l'examen. D'accord. Donc c'est tout le parcours qu'il faut suivre. C'est tout le parcours. Oui. On va revenir un peu sur le respect du code de la route. Pourquoi est-ce qu'il y a toute cette négligence au niveau du respect du code de la route du côté des conducteurs? Je dirais pas que c'est de la négligence, je dirais beaucoup plus que c'est de l'ignorance que de la négligence. Les gens ignorent. Et une personne en bonne santé, c'est un malade qui s'ignore. On a l'habitude de conduire, on va se dire bon, je conduis, ça fait 10 ans, j'ai jamais eu d'accident, ça fait 5 ans, j'ai jamais été interpellé par la police, donc ce que je fais, c'est bien. Alors que 2 fois, on a entre guillemets la chance avec nous jusqu'au jour où on s'est appréhendé. D'accord? Donc, on va pas dire que les gens négligent. C'est vrai qu'ils négligent forcément peut-être de repartir sur le banc de l'auto-école, on va dire, pour combler les vides qu'ils ont niveau théorique. Ils vont se dire bon, ok, je conduis, ça suffit. Et généralement, les gens qui vont venir dans une auto-école, c'est ce que je reçois souvent, c'est des personnes qui viennent avec tout de suite l'envie de conduire une voiture. Et conduire, ce n'est pas déplacer la voiture, ce n'est pas passer les vitesses, ce n'est pas s'arrêter, ce n'est pas, voilà. Conduire, c'est respecter déjà le code de la route. Ça, c'est un.
Bien. Tu ne peux pas t'appeler chauffeur si tu ne connais pas le code de la route, si tu ne l'appliques pas. Donc, tu peux passer les vitesses, tu peux faire ce que tu veux, tu peux rouler à 60, 80 km à l'heure, peu importe. Du moment que tu ne connais pas le code de la route, tu n'es pas un chauffeur. Tu es plutôt un chauffard qu'un chauffeur. La différence entre les deux. La différence entre les deux réside sur le fait d'appliquer le code de la route. Donc, un chauffard, c'est celui qui ne respecte pas le code de la route. C'est ça? Tout simplement. D'accord. Un chauffeur, c'est celui qui respecte. Un chauffard, c'est celui qui ne respecte pas. Mais justement, est-ce qu'il y a des sanctions qui sont prévues pour le non-respect des mesures de sécurité de la route? Bien évidemment qu'il y a des sanctions. Il y a le fait que, par exemple, je sais déjà que quand on a un accident, c'est quasiment autour de 7 000, 5 500, quelque chose comme ça. On est censé payer comme amende déjà pour rire de la BCA, le Bureau central des accidents. Donc, quand la BCA arrive pour faire un constat, vous allez déjà pouvoir payer le déplacement de la BCA. Si on ne veut pas en arriver là, hormis le fait que quand on a un accident, il y a forcément une partie qui a raison et une partie qui a tort. Et généralement, après examen, quand on se rend compte que vous avez tort, c'est là que vont s'appliquer les sanctions pour vous. Sans compter le fait que vous avez endommagé la voiture de l'autre. Et là encore pire, si vous n'êtes pas couvert, vous n'avez pas une assurance, vous êtes doublement exposé. Voilà. Ça serait déjà tardive, mais est-ce qu'il ne devait pas avoir des dispositions qui devaient être prises pour justement éviter qu'il y ait donc ces accidents de la route? Alors, les dispositions, c'est, par exemple, ce qu'on est en train de faire là, c'est de passer à la radio, c'est de discuter avec les gens, c'est d'organiser des conférences, c'est d'essayer de sensibiliser le maximum possible. C'est vraiment passer le message, en fait. C'est vraiment de dire aux gens, avant que vous n'arrivez, par exemple, à dépenser un 7500 que vous n'avez pas prévu, à passer toute une journée bloquée au niveau du bureau central des accidents, parce que il faut qu'on éclaircisse cette situation. Pour les chauffeurs de taxi, par exemple, quelqu'un qui a envie de travailler, de faire de l'argent, il ne va pas accepter, par exemple, sous prétexte qu'il est prioritaire, d'avoir un accident. Ça, c'est du bon sens. Je sais que je vais travailler, j'ai besoin d'argent, j'ai un conducteur qui devant moi fait n'importe quoi. Au nom de la priorité, comme on dit souvent, la priorité c'est pas la sécurité. Donc au nom de la priorité, je vais pas gâcher toute ma journée. Si déjà mentalement je suis un chauffeur averti, je vais éviter les comportements à risque des autres. Ça va m'éviter de perdre toute une journée pour à la fin peut-être me donner raison ou me donner tort, mais je vais quand même perdre toute une journée de travail. Alors quand on parle des conducteurs, on a souvent l'habitude de s'apaisantir sur les chauffeurs de taxi, les bus, non, ils ne sont pas les seuls fautifs. Voilà, mais on ne parle pas sous des chauffeurs personnels et voitures. Je veux parler des cyclistes, c'est-à-dire de ceux qui utilisent des motos. Et aujourd'hui, il y a même les kawaki qui sont nés. Est-ce que ceux-là sont dispensés de respect des mesures de sécurité routière, du code de la route? Pas du tout, parce que tout ce qui comporte un moteur, c'est un véhicule déjà. Donc que ce soit un 2 roues, 4 roues, 3 roues, c'est un véhicule. Pour le cas des motos, ces derniers temps, il y a un phénomène où on contrôle les motocyclistes et tout le reste. On vérifie s'ils ont un permis, on vérifie s'ils ont payé les taxes, on vérifie un peu tout. Ça, c'est déjà une disposition qui va permettre de canaliser tout ça. Après, il y a la conduite qui va s'en suivre derrière. Vérifier vraiment si ces personnes-là sont passées par une auto-école, si c'est un permis, je sais pas moi, entre guillemets, pris derrière la porte, on sait jamais. Normalement, même pour un cycliste, c'est-à-dire pour celui qui conduit une moto, devrait passer par une auto-école. Exactement, parce que du moment que tu deviens usager de la route, il faut que tu apprennes le code de la route. C'est normal. Que ce soit un piéton, que ce soit un cycliste, donc les vélos, pas les vélos moteurs et tout ça là, que ce soit un motocycliste et etc. Du moment que tu es usager de la route, il faut que tu connaisses le code de la route. Tu ne peux pas être usager de la route. Moi, par exemple, pour être dans votre studio, il fallait que vous puissiez me dire, on fait ci, on fait ça et on fait ça. Voilà comment j'arrive à me comporter dans votre milieu. Bien. Mais je ne suis pas du milieu. Quand je viens dans ce milieu-là, je vais apprendre les codes de ce milieu-là. Bien sûr. Donc c'est pareil pour quelqu'un qui utilise la route, qui voilà se retrouve quotidiennement sur la route et doit apprendre comment ça se passe. Même pour un piéton. Même pour un piéton, parce que les piétons, encore d'autres personnes qui généralement vont causer des accidents, c'est qu'ils traversent n'importe comment. Surtout ici dans la ville de Pont-Noir, les piétons traversent n'importe comment. Exactement. Je suis piéton, ça m'arrive aussi de traverser n'importe comment, mais parce que déjà, il n'y a pas de passage piéton. Même quand tu recherches un passage piéton pour pouvoir respecter le code de la route, tu ne peux pas le faire parce que il n'y a pas de passage piéton. Seulement, le bon sens va permettre de savoir que voilà, il y a une voiture qui est un peu loin, il y a une autre voiture qui est un peu loin, il y a de l'espace, je peux traverser. Mais souvent, ce qu'on remarque, c'est que un piéton, dès qu'il va avoir l'intention de traverser, il s'engage.
C'est vrai que le piéton, il est prioritaire, mais il y a quand même un code pour lui aussi. Il peut pas traverser à tout moment parce que il met le chauffeur entre un dilemme ou occasionner un accident derrière lui. Parce que moi, en roulant, si tout de suite j'ai un piéton qui traverse, je vais faire un frein brusque. Et le chauffeur qui me suit derrière, s'il n'a pas une distance de sécurité, il va me cogner et s'en suivre, une réaction à la chaîne derrière en fait. Donc le piéton, le chauffeur, le motocycliste, celui qui conduit son vélo aussi, toutes ces personnes-là ont besoin de connaître le code de la route. Vous venez d'aborder quelque chose, vous avez parlé de la distance de sécurité. Là, justement, on n'a pas l'impression de voir, en tout cas, cette distance de sécurité entre deux voitures. Parce qu'il s'agit bien de la distance qui doit séparer deux véhicules qui se suivent. De combien de mètres devait-elle être? Alors là, généralement, on va donner des astuces. Parce que si je parle de mètres, on ne pourra pas forcément les évaluer. Moi, je vais plutôt vous donner des astuces pour avoir une distance de sécurité, pour savoir que j'ai une distance de sécurité. Oui. Quand vous êtes dans une voiture, vous devez évaluer au moins la distance d'une voiture entre la voiture au devant et vous derrière. Vous devez laisser l'espace au moins d'une voiture. Vous devez évaluer la distance d'au moins une voiture. Si vous n'arrivez pas à le faire, vous devez vous contenter d'avoir les deux roues de la voiture devant vous au sol. C'est-à-dire qu'avant que vous ne vous arrêtiez, vous ne devez pas perdre les deux roues de la voiture devant vous. Au sol, je dis bien. Donc, vous devez voir les deux roues au sol au loin, suffisamment proches pour pouvoir les voir, mais pas trop loin non plus. Ça va déjà permettre de garder sa distance de sécurité. Et sachant que je roule à 30, 40, 50 km/h, la distance va s'agrandir, pas se rétrécir, s'agrandir. Plus je roule vite, plus j'augmente ma distance de sécurité. Parce que mon temps de freinage ne sera pas le même si je suis trop proche de la voiture devant moi. Un autre aspect que vous avez abordé, c'est les permis de conduire qui ont été obtenus derrière la porte. C'est ce que vous avez dit. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là, exactement? Ce que je veux dire derrière, c'est que si on se retrouve par exemple à avoir un permis qui n'est pas, ça arrive et c'est fréquent dans la ville. Même les États, les organismes compétents reconnaissent qu'il y a des faux permis dans la ville. Donc une personne comme ça qui va se trimballer avec un faux permis, ça veut dire que derrière, il y a quelqu'un qui lui a permis d'avoir ce permis-là entre les mains. Mais normalement, c'est la DIRAD qui est censée délivrer ces permis-là. Oui, c'est la DIRAD, mais on va pas dire que qu'ils ont le contrôle à 100%. Dans tous les États, il y a la corruption. Dans tous les États, il y a des personnes qui ne sont forcément pas saines d'esprit. Même si on peut mettre toutes les règles possibles et nécessaires pour pouvoir canaliser ça, l'être humain, c'est quelqu'un de manipulable. Bien sûr. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, dans certaines sociétés, on veut bien mettre des héros parce qu'ils n'ont pas de sentiments. Aujourd'hui, quelqu'un va devenir un corrompu, peut-être parce qu'il a envie de sauver sa femme à l'hôpital, il n'a pas d'argent et il faut qu'il sauve la vie de sa femme. Il va accepter de faire un permis vite fait, bien fait, il a besoin d'argent pour aller sauver quelqu'un. Ça part forcément pas d'une mauvaise intention, d'une intention de nuire. Mais ça va quand même nuire à quelqu'un. Oui, bien évidemment que ça va nuire, mais le fait que je l'ai fait ne part pas parce que je voulais, vous allez peut-être venir vers moi, vous allez me dire, Monsieur Ngono, j'ai besoin d'apprendre à conduire, il me faut avoir un boulot. Dans mon cas, je le fais pas. Ouais. Je vais pas bâcler la formation parce que vous avez besoin d'un boulot. Je vais pas brader mon prix parce que vous avez besoin d'un boulot. Je vais vous dire exactement ce qu'il faut faire pour que vous ayez une formation compétente pour aller défendre vos compétences et obtenir le boulot. Du fait que vous avez besoin de ce boulot-là, vous signez une attestation de fin de formation. Ça n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous deviez avoir passé la formation chez moi pour que je me rassure que quand je vous délivre cette attestation-là, que quand demain on m'appelle pour dire Monsieur Ngono, Monsieur X, Monsieur Marc a fait une formation chez vous, est-ce que c'est vrai? Que ma conscience me permet de dire oui, c'est vrai. Et donc, on va encore revenir un peu sur les dispositions qui ont été prises par les autorités. Est-ce qu'il y a des dispositions que les autorités compétentes ont prises justement pour éviter les accidents de la route dans notre pays? Généralement, il y a des périodes de sensibilisation où il y a un collègue des auto-écoles qui organise des conférences ou encore qui de quelque manière que ce soit arrive à passer le message, arrive à savoir exactement comment est-ce qu'il faut s'accorder pour pouvoir gérer les formations et ainsi de suite. Ça, c'est déjà des choses qui sont faites. Mais aujourd'hui, on est à l'ère du numérique, on est à l'ère de la modernité. Il faut changer un peu les méthodes. Il faut trouver les méthodes pour aller directement vers les chauffeurs.
Est-ce que c'est en passant par des tracts, en passant par des conférences ou des médias, des émissions comme ça. Par exemple, s'il y a des gens qui vous écoutent, je sais qu'il y a des gens qui vous écoutent, Bien sûr. et ces personnes-là, en nous écoutant là tout de suite, vont être interpellées par une ou deux choses que je vais dire ou une de vos questions qui vont peut-être les remettre en question et leur dire ok, d'accord, c'est vrai, je conduis, c'est vrai, je conduis plutôt bien, mais il me manque telle notion, il faudrait que je reparte quand même prendre cette notion-là. Alors, Monsieur Ngono, nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Donc, quel va être votre mot de clôture comme un conseil à donner à ceux qui vous écoutent? Alors, si je devrais donner un conseil, c'est que si on reconnaît qu'on a des limites, c'est sans gêne qu'il faut demander conseil. Personnellement, avant de me lancer, moi, j'ai eu des anciens de l'auto-école qui m'ont guidé. Je vais peut-être pas citer les noms pour faire la pub, mais il y a des anciens du métier qui m'ont permis de savoir exactement ce qu'il faut faire, où il faut mettre les pas, il faut pas mettre les pas, comment est-ce qu'il faut faire ci, comment il faut faire ça. Et du coup, je garde une relation plutôt étroite avec ces personnes pour pouvoir m'aider continuellement. Et donc, tous les chauffeurs sont emmenés à avoir cette attitude-là. Reconnaître que voilà, je ne me suffis pas, j'ai des manquements à tel niveau et je peux me rapprocher, une séance, 30 minutes pour un cours théorique, 10 minutes pour un cours théorique, un conseil par-ci, un conseil par-là. Même ceux qui conduisent, Et surtout, il faut pas fuir les policiers. D'accord. Il faut plutôt se rapprocher des policiers parce que souvent, la relation entre policiers et chauffeurs, c'est le bâton seulement. Il n'y a pas de carotte. On a l'impression bien, ouais. Or, nous, ce qu'on fait à Phoenix Auto, c'est qu'on se rapproche beaucoup des policiers pour pouvoir voir avec eux comment est-ce que continuellement on peut emmener les gens à être bien formés, surtout sur la théorie. Pas que la pratique, mais surtout la théorie. Elle est très importante, la théorie. Elle est capitale. On ne peut pas conduire une voiture sans pourtant avoir su comment ça fonctionne au préalable. Même quand on parle de pratique, on explique toujours avec la bouche. La pédale, c'est ça sert à ci, c'est toujours de la théorie. On va pas directement première, deuxième, ainsi de suite. Non, on explique toujours. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Ngono, d'être venu encore une fois de plus dans ce studio de Lux FM pour nous parler des accidents de la route. Merci à vous. Ben, merci, c'est un plaisir de toujours être là avec vous. J'espère qu'on aura l'occasion de continuer et d'aborder d'autres sujets. Certainement. Voilà, chers auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Allo Chauffeur. Je rappelle que nous parlions des accidents de la route avec Monsieur Ngono, qui est le responsable de Phoenix Auto, une auto-école, bien sûr. Voilà, de l'autre côté de la technique, c'était Ken Kibwanga, assisté de Flavien Landa. Moi, c'est Marc Mfoukou. Je vous donne rendez-vous pour le lundi prochain pour un nouveau numéro de Allo Chauffeur. D'ici là, bonne suite de programme sur Lux FM. Au revoir. Marc Foucault.